Et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un transport urbain. Il circule en ville, il est propulsé par un moteur électrique et il roule sur des rails. Je parle bien évidemment du tram. Et le saviez-vous que non seulement il y a eu des trams à Fribourg, mais qu'en plus c'était le moyen de transport principal des Fribourgeois pendant près de 70 ans. Et bien je vous laisse découvrir tout ça avec moi dans ce tout nouvel épisode historique sur les transports en ville de Fribourg. Je m'appelle Diogenes Stego et bienvenue dans Stego Doc. Après cette magnifique intro, vous devez vous dire mais pourquoi y a-t-il eu des trams dans une petite ville comme Fribourg et surtout pourquoi y en a-t-il plus aujourd'hui? Eh bien pour pouvoir y répondre, nous devons retourner en arrière vers le milieu du XVIIIe siècle. C'est à cette époque que les premiers trams font leur apparition aux États-Unis, notamment à New York. Ils vont ensuite se répandre un peu partout dans les grandes villes du globe et donc aussi en Europe. C'est à Genève que le tramway fera sa première apparition en Suisse en été 1862. La propulsion respectivement traction se fait dans un premier temps avec des chevaux. Le fait que la voiture repose sur des rails permettait de transporter plus de personnes qu'avec un attelage classique, mais rapidement les ingénieurs vont inventer d'autres modes de propulsion. En 1877, le premier tram à vapeur entre en service à Genève. 11 ans plus tard, en 1888, le premier tram électrique en Suisse et deuxième au monde fait son apparition sur la ligne Vevey-Montreux. En 1893, un prototype de tram à gaz est testé à Neuchâtel et en 1890, un tram à air comprimé roule pour la première fois à Berne. De tous ces systèmes, c'est surtout l'électrique qui va perdurer et s'imposer dans la plupart des villes de Suisse. La ville de Fribourg, elle, commence la construction de sa première ligne de tram reliant la gare à l'ancien pont suspendu en 1897. Elle sera inaugurée 3 mois plus tard. Sur cette ligne circulaient donc 4 trams d'une longueur de 7,35 m, pesant chacun 7 tonnes, construits par Rathgeber et Sass à Secheron, proche de Genève. C'est plus précisément le système électrique des trams qui est construit à Secheron, proche de Genève, tandis que la caisse, elle, est fabriquée par les usines Rathgeber à Munich, en Allemagne. C'est donc avec ces 4 premières voitures et cette première ligne que les trams vont faire leur première apparition à Fribourg, en circulant entre la gare et le grand pont suspendu, en passant par la rue de Romont, la place Georges-Piton, la rue de Lausanne et le Tilleul. En été 1900, c'est 2 nouvelles lignes de tram qui voient le jour à Fribourg. Une qui relie la gare au boulevard de Pérol et une qui relie la gare au quartier de Beauregard. Avec cette nouvelle ligne s'ajoutent également 2 nouveaux trams, le numéro 5 et le numéro 6, toujours construits par SVS et Sass à Genève. Ces 2 trams seront rejoints encore une fois par 2 trams supplémentaires 4 ans plus tard, le numéro 7 et le numéro 8. Dans les années suivantes, 2 autres lignes verront le jour. La ligne Tilleul-Poya en 1912 et la ligne Poya-Grandfay en 1913. C'est également en 1913 que vont s'ajouter 5 trams supplémentaires, les numéros 9 à 13 fabriqués par Sass et Sig, qui sont un peu plus grands que les numéros précédents. Ces trams seront les derniers achetés pour le réseau fribourgeois qui sera étendu avec 2 lignes supplémentaires, la ligne Zeringen-Schönberg en 1924 et la ligne Beauregard-Vignetta en 1936. Le réseau atteindra ainsi sa longueur maximale de 6,7 km. En comparaison avec les autres trams de Suisse, c'est assez petit. Néanmoins, avec ces 6 lignes, le tram a longtemps été un des moyens de transport les plus importants en ville de Fribourg, mais tout va changer à partir de 1912, quand un nouveau moyen de transport va faire son apparition en ville de Fribourg. Le bus, et plus précisément le trolleybus. À partir de 1949, il va commencer à rouler en ligne mixte avec le tram et à partir de 1951, il va progressivement remplacer les trams, à commencer par la ligne Vignetta-Schönberg qui fermera le 1er juillet de la même année et ensuite ce sera au tour des autres lignes. Le 1er mai 1958, la ligne de Grandfay est supprimée par manque de fréquentation et 7 ans plus tard, le 31 mars 1965, le tram sera définitivement supprimé et abandonné à Fribourg. Et ce n'est pas le seul. La plupart des villes de Suisse abandonnent leurs trains urbains au profit des trolleybus plus pratiques et moins chers. À Fribourg, les trams auront circulé pendant 68 ans et parcouru plus de 22 millions de kilomètres. Le réseau et les infrastructures ont également été progressivement démontés. Les rails ont soit été enlevés ou alors ensevelis sous une couche de goudron ou de pavé et la plupart des bâtiments ont été détruits. Il reste cependant quelques vestiges qui ont survécu.
Sur le pont de Seringen, on retrouve encore quelques supports de caténaires qui ont été construits à la base pour les trams et qui supportent aujourd'hui les lignes des trolleybus. Dans cette petite ruelle adjacente à la rue de Lausanne, on voit ce petit panneau blanc et si on regarde d'un peu plus proche, on arrive encore à distinguer l'écriture « Attention aux trams » juste sous la peinture. Il y a aussi l'arrêt de bus du Tilleul qui a été construit à la base pour les trams et dont le bâtiment existe encore aujourd'hui et qui est donc utilisé par les bus. Mais le vestige le plus important se trouve un peu plus loin, proche des Cordeliers. Me voici donc devant le musée Tinguely qui a été inauguré en 1998 et en regardant ce bâtiment d'un peu plus près, on remarque que ce n'était pas un musée à la base. Vous l'aurez compris, il s'agit donc d'un des anciens dépôts du tram de Fribourg. On distingue d'ailleurs encore très bien les 4 ouvertures où se situaient les 4 portes qui permettaient d'entrer dans le hangar. Il y avait donc 4 voies, on voit encore les traces par terre, ce hangar qui pouvait donc accueillir jusqu'à 8 trains. Sur l'avant, il y avait donc un dépôt pour entreposer les trains et à l'arrière, il y avait un atelier qui permettait de faire la maintenance et la réparation du matériel roulant. Devant, il y avait également une plaque tournante qui permettait de tourner les trains et de sélectionner la bonne voie. Ce bâtiment a donc été construit à la base pour les trams en 1899. Il a ensuite également fonctionné en tant que garage à partir de 1948 et finalement il a été transformé en musée en 1998, près de 100 ans après sa construction. Les trains vont pour la plupart finir à la casse à moins d'être sauvés ou récupérés par des musées ou des passionnés. À Fribourg, sur les 13 trams, seulement 5 vont survivre à la casse. Le numéro 4 est exposé encore aujourd'hui dans un musée à Detroit aux États-Unis. Le numéro 5 part d'abord pour la Belgique. Il est ensuite transféré dans une association de trams en France et est finalement réapproprié par le club du tramway de Fribourg. La motrice devrait revenir d'ailleurs à la maison dès que la situation le permet. Le numéro 7, lui, est exposé au musée Blonay-Chambly en Suisse et le numéro 9 et le numéro 1 sont préservés et exposés au club du tramway de Fribourg et ça tombe bien car c'est justement ce que nous allons voir tout de suite. Pour ça, nous sommes donc partis dans un vieil hangar à Givisiez en périphérie de Fribourg pour y découvrir ce qui reste des anciens trams de Fribourg. Là-bas, nous avons découvert donc non seulement les trams et quelques autobus, mais également une association de passionnés qui non seulement restaurent et entretiennent ces belles machines, mais qui en plus connaissent beaucoup de choses sur leur histoire et ont plein de choses à raconter. Donc on avait la manette pour conduire le tram et puis on avait effectivement la petite cloche. Voilà. Quand on changeait de sens, on prenait tout ce matériel avec. Voilà. Et puis on le mettait de l'autre côté, on repartait dans l'autre sens. Aussi simple que ça. Et du coup, ça se dirigeait comment? Alors en fait, un tram n'a pas de... est sur des rails. Donc c'est pas comme un bus ou une voiture, il faut conduire, donc le tram il va suivre ses rails. Donc la seule chose qu'il faut dire au tram, c'est s'il doit avancer ou s'il doit freiner. Alors pour avancer, il est mu par des moteurs électriques. Donc pour commander les moteurs électriques, on a ici un gros appareillage sur lequel qu'on commande finalement avec une manette, donc une manette qu'on tourne. Et puis plus on avance avec la manette, plus la vitesse du moteur va augmenter. Et puis lorsqu'on veut s'arrêter, alors on met ici sur 0, on donne plus de courant, et puis on freine. Alors là on a une manette qu'on peut tourner pour serrer des freins, donc c'est des sabots qui s'appliquent sur les roues qui font freiner le tram. Ok, tout simplement. Tout simplement. Et en fait, ce qu'il y a encore de particulier, si on est déjà ici dans les équipements, alors on est sur des rails, donc ça peut glisser. Suivant les situations, quand il y a des fameuses feuilles mortes qu'on entend souvent. Alors ce qu'on peut faire, on peut mettre du sable devant les roues pour que les roues adhèrent mieux aux rails. Et puis c'est finalement avec cette manette-là, en tirant sur cette manette-là, qu'on ouvre des trappes qui laissent tomber un tout petit peu de sable devant les roues et ça augmente l'adhérence. Ok. J'ai vu que les essuie-glaces étaient manuels. Les essuie-glaces étaient manuels. Alors évidemment, ça peut paraître anachronique un tout petit peu. La logique là derrière, il faut aussi savoir que la vitesse des trams, la pointe, on arrivait à des 25-30 km/h, ça c'était la vitesse de pointe. Aujourd'hui on fait ça avec un vélo électrique, voire plus. Donc c'est clair que les contraintes n'étaient pas tout à fait les mêmes. Ce qu'on va aussi ici comme équipement, c'est la protection du conducteur en cas de forte affluence. Donc c'était des toutes petites voitures
On transportait entre 25 et 30 voyageurs. Ok. Et donc, déjà à l'époque, on connaissait les matchs de foot. On ne jouait pas encore le hockey, mais on jouait surtout le foot à Fribourg. Donc le transport des visiteurs des matchs de foot depuis Salaonard jusqu'en ville dans les différents quartiers se faisait par tram. Donc on s'imagine facilement un tram qui était rempli. Et donc le conducteur, là, qu'on appelait d'ailleurs le Watchman, qui devait conduire ce tram, finalement à un moment donné il devait se protéger contre toute cette foule. Alors il pouvait abaisser ces barres là pour se protéger. Voilà, donc il se retrouvait ici dans un cadre protégé. On pouvait avoir les voyageurs qui se trouvaient là autour, qui ne dérangeaient pas le Watchman dans son activité finalement de la conduite du tram. Alors ce qui était une spécialité fribourgeoise, c'est la fameuse girouette. Terme qui est encore utilisé au jour d'aujourd'hui à Fribourg. Alors girouette, elle fait tout son sens quand on voit les trams. Sur les bus, ça fait un peu moins de sens. Sur les trams, ça fait du sens. Parce qu'effectivement, cette girouette était installée sur le devant à l'arrière du tram pour indiquer la destination du tram, donc le numéro de ligne. Il s'actionnait finalement, c'est un tambour qui se trouve sur le toit. Il s'actionnait en soulevant finalement cette poignée, puis en la tournant sur une position. On voit là, maintenant il se croche sur une position. Et il affichait, voilà, T comme tilleul, G comme gare, etc. 2 pour Pérol, etc. Donc la girouette, ça c'était vraiment une spécialité fribourgeoise qu'on ne connaissait pas autrement dans les autres villes. Il y avait des verrouillages partout pour éviter justement que la porte elle coulisse. Voilà. Voilà, donc la barre elle est là. Donc la porte elle ne bouge plus. On a une protection pour ne pas tomber. Alors bon. En tout cas, on considérait ça comme protection suffisante et on pouvait conduire le tram avec la porte ouverte. Donc, on avait une aération naturelle. Et quand il y avait quelqu'un qui voulait monter ou descendre, alors, bon, normalement, ce n'était pas le côté on montait, on descendait, c'était le côté, mais il suffisait effectivement d'enlever la barre. Voilà, puis on la rangeait. Puis, comme je disais, voilà, les portes se verrouillaient. Donc, il y avait aussi un loquet de ce côté-là. Puis, du coup, la porte, elle ne bouge plus en roulant. Ok. C'était relativement petit quand même, donc vous imaginez bien qu'en heure de pointe, quand vous êtes là, assis en famille, et puis vous avez encore des personnes qui sont debout, parce qu'il y avait des bars effectivement pour se tenir, ça mettait une chaleureuse ambiance finalement, donc effectivement les petits trams. Quand je parle de chaleureuse ambiance, peut-être encore une spécificité, aussi par mesure d'économie, pour chauffer les trams, on a profité du mode de fonctionnement d'un tram pour chauffer l'intérieur. Il faut savoir que j'expliquais avant l'appareil qui commande les moteurs. C'est un graduateur qui fait passer le courant par des résistances électriques, parce qu'évidemment on ne peut pas tout de suite au démarrage brancher le moteur directement à la ligne en direct, il faut graduellement augmenter le voltage, comme vous avez la petite maquette de train à la maison que vous graduez, c'est la même chose. Et donc on passe par des résistances, et les résistances font rien d'autre que d'abaisser le courant qui passe dans les moteurs, et le courant qui n'est pas utilisé dans le moteur, il passe dans la chaleur, il est brûlé en chaleur. Et ces résistances normalement se trouvent sur le toit. Et là, ce qu'on a fait, on a installé quelques résistances à l'intérieur du tram. Et donc, en hiver, on pouvait choisir de faire passer une partie, finalement, de ce courant des résistances à l'intérieur de la cabine. Et ça permettait de chauffer directement l'intérieur. En été, on ne veut pas chauffer, on pouvait basculer l'interrupteur vers les résistances normales. C'est un coffret. Donc, ici, on voit la résistance. Je vais peut-être lever ça. Voilà. Donc, ici, on voit la résistance. Et puis, vous avez ici le coffret qui est fermé. Voilà, le coffret qui renferme finalement les interrupteurs qui permettent justement de permuter des résistances qui sont normalement utilisées vers cette résistance. Donc d'enclencher le chauffage. Exactement, exactement. Et puis ça, c'est du coup le tram numéro 1, c'est celui qui a circulé le plus longtemps. C'était le premier et le dernier tram à avoir circulé. Tout à fait, donc il a été mis en service le 28 juillet 1897 et il a été en service, il a été en état de fonction jusqu'au dernier jour, donc jusqu'au 31 mars 1965. Alors ce qu'il faut dire, c'est que sur les dernières années, c'est plutôt ce qu'on appelait les grandes voitures, les derniers trams qui ont été achetés en 1913, qui ont servi dans l'exploitation régulière. Ces tramways-là ont été utilisés comme course de renfort ou sur des lignes à moins forte fréquentation. Donc elles ont circulé un peu moins quand même, c'est clair. Mais il était en état de fonction.
encore le dernier jour, le 31 mars 1965. D'ailleurs, il y a sa petite sœur, le numéro 4, qui a servi comme tram adieu. Donc de la même série, donc c'est le tram qu'on voyait sur les films, dans les journaux, etc., avec les drapeaux, quand on faisait l'adieu au tram, c'était pas un au revoir à l'époque, c'était vraiment un adieu, et donc c'est un tram de la même série d'origine qui a servi à ces festivités-là. Est-ce qu'il y a eu des accidents? Alors oui, évidemment. Quelles sont les gaffes qu'il y a eu avec? Alors évidemment qu'il y a eu des accidents. La plus grosse crainte, ça a toujours été la descente de la rue de Lausanne, ouais. Qui est très raide. Hein, et donc il y a toujours la peur, est-ce que le tram il arrive à s'arrêter, est-ce qu'il n'arrive pas à s'arrêter? Alors il y a eu relativement peu de cas où finalement le fait que le tram n'a pas bien pu freiner à la descente de la rue de Lausanne qui a causé des accidents. Il y en avait quand même eu un. Effectivement, un tram a pris la vitesse et puis il est sorti dans la courbe. Il y a eu la même chose, un tram qui est venu depuis le cimetière. Donc ça s'est arrivé. Alors voilà, c'était jamais des accidents, heureusement, fort heureusement à Fribourg, qui étaient très très graves. Ce qui est plutôt arrivé, alors il y a une sympathique histoire qu'on peut lire dans les Freiburger Nachrichten du mois d'août 1897, où on parlait du premier accident mortel du tram de Fribourg, où effectivement, à l'arrivée d'un tram, un chien ne s'est pas arrêté, et puis il a couru devant le tram, et puis malheureusement, il s'est fait happer par le tram. Donc c'était dans la première semaine, le premier accident mortel. On était plutôt dans cette logique-là. Donc on a eu beaucoup de chance, finalement, que malgré la configuration un peu particulière, et malgré le grand âge des trams, on n'a jamais eu de graves accidents. Ce qu'il y a eu les dernières années, je dirais entre 1955 et la suppression des trams, sur les 10 dernières années, il y a eu quand même pas mal d'accrochages avec les voitures. Donc le trafic automobile qui avait fortement augmenté. Et le parcours du tram, lui, qui était un peu, on posait les rails là où ça arrangeait le tram. Et donc on prend typiquement la rue de Morat, où finalement les rails changeaient allègrement de côté, une fois à gauche, une fois à droite. Et donc là, il y avait pas mal de sources de conflits avec les voitures. Et donc, on trouve, notamment aussi dans les fonds de la bibliothèque cantonale, dans les fonds de certains photographes fribourgeois qui travaillaient pour les journaux de l'époque, on trouve toute une série d'accrochages plus ou moins épiques avec des voitures qui sont couchées sur le côté, etc. Voilà. Mais encore une fois, hein, les trams circulaient à vitesse de pointe, les petites là 25-30 à l'heure, les grandes 35-40 à l'heure, mais plutôt 35-40. Donc c'était pas des grandes vitesses, donc c'est clair que le risque d'avoir des gros accidents était limité. Donc il y en a eu quelques-uns, l'un ou l'autre qui était un peu spectaculaire, un tram qui sort des rails, qui traverse la route et puis qui se retrouve dans une façade, c'est forcément impressionnant. Mais jamais des accidents graves au point que par exemple une voiture aurait été détruite. Ça c'est le genre de cas qui ne sont jamais arrivés heureusement. Pour finir, peut-être encore la question du coup, quels sont les projets futurs pour les trams? Est-ce qu'ils reviendront peut-être un jour? Alors, là, il y a un peu la double question. Est-ce qu'il y a un retour du tram à Fribourg? Donc, est-ce qu'il va y avoir des trams modernes à Fribourg? Alors oui, il y a des réflexions qui sont effectivement en cours dans le cadre des projets de fusion de Grand Fribourg. Okay. L'État de Fribourg réfléchit effectivement à la mise en place. Alors, est-ce que c'est un tram comme on le connaît dans les autres villes, ou bien est-ce que c'est plutôt un modèle de ce qu'on appelle train-tram? Ça veut dire c'est un tramway qui est capable de rouler sur les voies de chemin de fer, ce qui permettrait par exemple de poser une ligne un peu plus simple, une ligne de tramway jusqu'à Marly en passant par le quartier de Pérol et circuler avec des véhicules qui vont passer, qui vont faire la traversée, Marly-Belfaux, et lorsqu'ils arrivent sur le réseau de chemin de fer classique, à ce moment-là ils deviennent train. Donc ça existe déjà dans des villes en Allemagne, en France. Donc ça c'est là effectivement il y a des réflexions en cours. À beaucoup plus court terme, nous en tant qu'association qui faisons vivre le patrimoine, nous pour le moment en tout cas on le conserve et puis dans la mesure possible on essaie de le faire vivre déjà avec nos bus, on aimerait aussi le faire avec des trams. Et donc on travaille actuellement d'arrache-pied sur un projet qui, si tout va bien, va se réaliser d'ici 2023. C'est de faire un démonstrateur, on n'a pas la prétention de faire une ligne, mais de faire un démonstrateur de 500 mètres dans le quartier de Pérol, sur le tracé de l'ancienne voie industrielle, où effectivement on aimerait pouvoir montrer les trams au grand public et donner la possibilité, au moins avec un de ces trams, de revivre un peu l'expérience de ce que c'était les lieux de tram à Fribourg. Alors, encore une fois, c'est un caractère, c'est un démonstrateur, un caractère
historique et donc il se peut bien que c'est un projet qui a peut-être plus un caractère éphémère si effectivement un projet comme celui que je vous ai décrit avant pourrait se réaliser. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode historique de Stégodoc. J'espère qu'il vous aura plu. Comme vous aurez pu le voir, les trams font partie de la grande histoire de la ville de Fribourg. Ils font également partie du passé, malheureusement. Mais peut-être qu'ils pourraient revenir un jour. Et en tout cas, ils n'ont pas disparu du cœur des Fribourgeois. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre bien sûr le pouce bleu, à partager cette vidéo. Écrivez vos avis et vos idées dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je souhaite également remercier du coup le club du tramway de Fribourg pour leur chaleureux accueil ici et pour la visite du tram. Et également Thomas qui m'a aidé pour le tournage de cet épisode. Du coup, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.